Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, vidéo spéciale d'actualité, comment éveiller les personnes face à la manipulation. Donc nous sommes toujours dans le programme Je sors pas à pas de la manipulation mentale. Donc, vous avez eu la 30e caractéristique jeudi passé. Donc c'était prévu d'arrêter plus ou moins là et finalement on se rend compte qu'avec l'actualité, on continue à vous diffuser quelques vidéos utiles en ces temps-ci. Donc pourquoi avoir fait cette vidéo? Comment éveiller les personnes face à la manipulation? Eh bien, parce que je pense que si de plus en plus de personnes sont éveillées, il y aura plus de solidarité. Alors, je vous ai mis ici l'image de Nemo avec des poissons, c'est des thons qui ont compris qu'en fait, en nageant tous en même temps dans le fond, ils pouvaient échapper à leurs prédateurs, les pêcheurs, qui voyant leur barque presque sombrer parce que finalement le poids des thons qui nageaient tous ensemble dans le fond allait tuer les pêcheurs, eh bien ils ont décidé de couper le filet et donc du coup de ne pas repartir avec leur proie. Et donc finalement, ce film, ce dessin animé de Nemo nous apprend que c'est en étant solidaire et paradoxalement en allant peut-être à l'endroit où on n'aurait pas pensé aller, mais ensemble qu'on peut se libérer totalement de l'emprise de la manipulation. Donc par rapport à ce qu'on vit au niveau mondial, on est vraiment dans cette actualité. Alors, je voudrais, avant de vous parler de la manière dont on peut éveiller les personnes, c'est vous parler du mot paranoïa que j'entends en ce moment vraiment à toutes les sauces et qui pour moi est une manière de discréditer ce que les gens disent et de mettre des mots qui n'ont aucun sens par rapport à ce qui se passe. Alors, c'est quoi la paranoïa? Donc, c'est une image que j'ai tirée d'Internet. Je vois qu'il y a une faute. C'est quoi? La paranoïa, en fait, elle est différente pour chaque personne, c'est sûr. Ça dépendra du degré, ça dépendra aussi du caractère de la personne et de son domaine d'angoisse. Donc, c'est quoi? C'est un état mental qui cause des idées délirantes, perte de sens de la réalité, de la jalousie, pour aucune raison justifiable. En gros, la personne se fait des films de choses qui n'existent pas et c'est quelque chose qui se passe dans sa tête. Cela peut être un aspect de trouble de la personnalité chronique, l'abus de drogue, une maladie grave comme la schizophrénie. Ça peut être aussi lié à une blessure de vie qu'on appelle la trahison. Et donc, lorsqu'une personne a été trahie, eh bien, elle n'a plus confiance et ce manque de confiance va faire qu'elle va tout remettre en question et qu'elle aura du mal à autant peut-être se faire confiance à elle-même, mais encore plus à faire confiance au monde extérieur parce qu'elle aura, et ça c'est des choses qui sont réelles, elle aura déjà vécu des tromperies. Et donc, en ayant peur de les revivre, elle peut justement vite se faire des films pourquoi le but final, l'intention positive, je dirais que cette personne est là, eh bien, c'est de ne pas retrouver la même souffrance. Alors, pourquoi j'ai parlé de ce mot-là? Parce qu'en fait, la paranoïa, c'est un terme qu'on utilise en disant oui, tu crois à la théorie du complot, donc tu es paranoïaque. Et je trouve que finalement, c'est une manière déguisée de dévaloriser les personnes parce que je pense, et ça c'est ma casquette thérapeute qui parle, que si une personne est paranoïaque, c'est qu'elle a des raisons, qu'elles soient médicales ou qu'elles soient dues à son passé, et que finalement, au lieu de critiquer, de juger, d'insulter les personnes, on ferait mieux plutôt d'être dans une écoute bienveillante et de donner les moyens à cette personne de se sentir en sécurité, parce que finalement, la paranoïa, ce sont des personnes qui ont un grand manque de sécurité à l'intérieur d'eux. Parce que si on ne fait pas confiance, on ne peut pas être en sécurité. Donc, au lieu de dire qu'une personne est paranoïaque et qu'elle croit au complot, la théorie du complot, ce serait peut-être plus intéressant de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces peurs, parce que finalement, la paranoïa, c'est quoi? C'est une intention de se sécuriser et donc, ce sont des peurs qui vont dans l'extrême. Alors, ce qui me fait aussi un petit peu rigoler, c'est qu'on parle de perte de sens de la réalité et qu'il n'y a aucune raison justifiable. Alors, les personnes qui disent qu'on n'a aucune raison de craindre dans un contrôle, parce que derrière la paranoïa, justement, derrière la blessure de trahison, il faut savoir que le masque, c'est le contrôlant. Donc ça, vous pouvez le voir avec les 5 blessures de Lise Bourbeau. Et donc, le contrôlant,
eh bien, c'est justement ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc, le paranoïaque ou la personne qui se protège, en fait, elle fait quoi? Elle a peur d'être contrôlée, de ne plus avoir d'intimité et de plus avoir son libre arbitre. Donc, attention aux mots qu'on utilise. Si on veut être dans la bienveillance, je pense que ce mot n'a pas sa place. Mais par contre, on pourrait se demander si les personnes qui ont des peurs, est-ce qu'elles ne sont pas justifiées? Et je pense qu'on est tous en train de voir en ce moment qu'il y a des justifications à ce qu'on voit, puisqu'il y a quand même des morts, il y a quand même des choses qui auraient pu être évitées. Donc, il y a vraiment de quoi se poser des questions. Alors, plutôt que de parler de la paranoïa, on pourrait utiliser un autre mot, c'est l'analyse. Donc, c'est deux choses différentes. L'analyse des faits, en sachant, comme je vous l'ai déjà exprimé dans une autre vidéo, c'est que pour que des faits soient vérifiables et actés par plusieurs personnes, c'est très compliqué parce que des faits vérifiables par soi-même, ça existe très 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 peu. Hein. Si on n'est pas là au moment où les choses ont été faites, qu'on ne nous a pas exprimé les intentions, c'est très compliqué de savoir quels sont les faits et les intentions qui sont derrière. Mais par contre, l'analyse de faits ou de choses qu'on pense être des faits ou de choses qu'on voit autour de nous, ça va nous permettre de pouvoir comprendre la situation. Donc, les personnes qu'on étiquette comme paranoïaques, il y a un autre mot qui me paraît beaucoup plus juste, c'est les lanceurs d'alerte finalement. Et finalement, moi, j'ai appris dans mes formations d'intelligence collective à accueillir les personnes qui regardent toutes les potentialités de choses qui pourraient arriver, donc ces fameux un peu paranoïaques, parce que finalement, elles sont très avisées pour voir même le danger qui n'existe pas encore, mais qui pourrait exister si on ne prendrait pas des précautions. Et donc, finalement, être dans l'analyse, c'est essayer de comprendre le monde qui nous entoure et c'est aussi une manière d'apprendre à se protéger et de prendre des bonnes décisions. Donc, avoir des peurs, changer aussi d'opinion parce que il y a des choses différentes qui arrivent, c'est une manière d'évoluer et de se positionner. Donc, c'est positif. Donc, voilà, faites la distinction entre ces deux mots. Est-ce que c'est de l'analyse? Est-ce que c'est de la paranoïa? Est-ce que le but, c'est d'essayer de comprendre? Ou la paranoïa, c'est de rester dans des peurs et finalement, il n'y a pas d'action. Par contre, quand on analyse les choses, ça va nous permettre de pouvoir se positionner et de savoir ce qu'on va faire après avec ce qu'on a compris du monde. Parce que pour comprendre le monde, surtout à notre époque, il faut vraiment user beaucoup de perspicacité. Donc ça, c'est aussi un mot intéressant, la perspicacité. Je vous encourage à aller vérifier dans le dictionnaire et approfondir ces termes. Alors, maintenant, j'en viens à comment justement on va pouvoir éveiller les personnes face à ce qui se passe et que ça reste leur propre responsabilité. La première chose, paradoxalement, c'est de n'avoir aucune intention de les éveiller. Donc, pour éveiller quelqu'un, il ne faut pas vouloir l'éveiller. C'est très paradoxal, mais il faut comprendre qu'en fait, l'intention, c'est une énergie, si vous allez vérifier dans plusieurs sources, hein, c'est une énergie qui est occupée dans un espace. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'invisible, mais qu'on va ressentir. Et ça, si vous observez par rapport à votre propre expérience, vous allez certainement me dire, oui, il y a des moments où une personne avait une intention sur moi, je l'ai ressenti et je ne suis pas tombée dans ces intentions, qu'elles soient manipulatrices ou des intentions de la vie de chaque jour, parce que finalement, des humains qui n'ont pas d'intention, ça n'existe pas. C'est juste de pouvoir mettre la lumière sur notre intention pour mieux comprendre notre ego et pouvoir analyser justement les pourquoi du conflit et se rendre compte que finalement, quand il y a un conflit, il y a souvent eu une intention derrière. Alors derrière l'intention, justement par rapport à cette vidéo sur éveiller les personnes, il va y avoir ce fameux syndrome du sauveur. Donc, si vous êtes dans le syndrome du sauveur, il faut sauver les gens, il faut absolument leur ouvrir les yeux. Ce qui va se passer, c'est que vous allez soit les renforcer dans leur croyance que vous êtes effectivement un comploteur, un paranoïaque, soit ces personnes vont ouvrir les yeux parce que ce sera grâce à vous et donc finalement, elles n'auront pas eu vraiment le libre arbitre de le faire. Donc, vous allez faire du forcing. Donc, moi, ce que je propose aux personnes pour ne pas avoir d'intention, tout simplement, c'est de faire son deuil et de se dire que chacun a son libre arbitre de voir ou de ne pas voir et que le déni, qu'il soit volontaire ou pas, c'est aussi un libre arbitre. Les gens ont le droit de ne pas vouloir voir. Et donc, respectez le libre arbitre des personnes qui ne veulent pas voir. Vous allez voir que vous allez garder votre énergie pour vous et que vous allez vous sentir beaucoup plus léger et légère.
Alors, comment on fait concrètement pour pouvoir, comme c'est mon cas et d'autres personnes qui font des vidéos pour éveiller les personnes, comment on peut faire pour être un éveilleur ou une éveilleuse d'âme sans avoir aucune intention? Alors, j'en avais parlé de manière plus approfondie dans cette vidéo, comment aider une personne à prendre conscience de l'emprise de la manipulation sectaire. Et donc, vous pouvez transposer, parce que si on enlève le mot sectaire, vous allez voir qu'il y a énormément de similitudes. Vous allez pouvoir transposer ce que j'explique dans cette vidéo et que je vais vous donner rapidement ici. Voilà. Donc la vidéo se trouve sur la chaîne, ma chaîne Céline Rouge, la même chaîne sur laquelle vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Alors, pour pouvoir éveiller les personnes sans vouloir les éveiller, bah, tout simplement, c'est de rester vous-même et surtout de parler en jeu. Alors, je ne parle pas de madame ou monsieur, moi, je ne parle pas du côté narcissique où vous allez vous mettre vous en avant, non, d'utiliser en fait le jeu qui est la base de la communication non violente et de l'assertivité, donc de l'affirmation de soi dans le respect de l'autre. C'est en exprimant votre point de vue, tout simplement, sans vouloir faire changer les autres. Voilà, moi je ressens que, et voilà, et restez fidèle à vous-même. Vous avez le droit d'évoluer, de changer d'avis. Il n'y a pas de problème avec ça, c'est pas de la manipulation comme certains veulent le dire. Hein. C'est aussi une technique de la manipulation de vous faire croire que vous n'avez pas le droit de changer d'avis, non. Vous pouvez évoluer, bien sûr, avec ce qui vient à vous. On est en pleine évolution et en pleine transition en ce moment. Mais juste d'exprimer votre point de vue, c'est l'arme, entre guillemets, la plus puissante pour l'éveil des consciences. Et donc, ne vous attendez absolument pas à ce que les autres soient dans votre camp ou pas, parce que finalement, quand on s'exprime soi-même en jeu, on vit souvent des grands moments de solitude. Si on est convaincu qu'on a raison et qu'on ressent que les choses doivent être là, bah souvent on peut se sentir seul, alors qu'en fait on ne l'est pas parce qu'il y a d'autres personnes ailleurs qui vivent la même chose, mais ce n'est pas quelque chose qui rentre dans la masse, je dirais. C'est quelque chose qui a l'air de sonner faux. Et donc c'est pour ça que ça dérange finalement. Mais voilà, en restant vous-même, et je dirais qu'être soi-même, c'est des fois le plus grand combat qu'on puisse vivre à notre époque, ou c'est peut-être même le plus grand combat de l'humain, je ne sais pas. Mais être vous-même et exprimer les choses, je dirais même pour vous-même et pas pour les autres. C'est vraiment très, très puissant. Alors, la deuxième chose qui va vous aider, c'est l'utilisation des questions rhétoriques. Ces questions rhétoriques, en fait, elles vont permettre aux personnes de développer leur esprit critique par elles-mêmes, parce qu'une question, en fait, rhétorique, il n'y a pas de réponse. Donc, vous ne devez même pas vous-même connaître de réponse. On peut poser une question rhétorique sans connaître soi-même la réponse, c'est encore le mieux parce que là, il n'y a aucune intention, il n'y a aucun résultat à avoir. Ça permet à la personne de se confronter à ses propres réponses intérieures. Donc, ça la connecte à elle-même. Et puis, ça permet autre chose, c'est de trouver une voie de solution. Donc, au tout début, où on avait travaillé sur les questions rhétoriques dans notre association pour aider les personnes à sortir de l'emprise sectaire, on avait travaillé plutôt sur le développer l'esprit critique, mais on n'avait pas assez travaillé sur l'ouverture de la voie de sortie. Et en fait, on s'est rendu compte que les deux sont vraiment liés. Parce que surtout si vous le faites pour la sortie d'emprise ou éveiller les personnes, parce qu'on peut poser des questions rhétoriques pour faire de la philosophie, pour trouver des questions existentielles, et il n'y a aucun souci pour ça. Mais si vous l'utilisez pour aider la personne à sortir de l'emprise, par essence, l'emprise, c'est enfermement, il n'y a pas de voie de sortie, vous allez devoir mettre une question de voie de sortie et je vais vous montrer comment faire tout de suite. Alors, avant de clôturer par une question rhétorique que je vous propose pour vous-même et à diffuser si le cœur vous en dit, je vous parle de la manière dont cela se passe quand on démasque en fait un manipulateur. Donc là, on vit une période de l'histoire incroyable où tout se révèle, c'est-à-dire que les personnes ont les lanceurs d'alerte, hein, c'est comme ça qu'on les appelle. Alors attention, hein, dans la théorie du complot, je pense qu'il y a des choses qui sont vraies, puis il y en a d'autres, comme dans toute théorie et dans toute recherche, il y a des choses qui sont fausses parce qu'il y a des extrémistes partout. Mais dans les personnes qui sont dans ces lanceurs d'alerte, en fait, ils ont dit des choses à l'avance et puis maintenant, ils n'ont plus rien à faire, plus grand-chose à faire parce que tout est en train de se révéler. Et finalement, quand est-ce que les choses se dévoilent, comme on le vit à notre époque? Eh bien, moi, j'ai noté 3 points, puis il y en a avoir d'autres. Quand est-ce que les manipulateurs, ils se révèlent? Alors, premièrement, quand ils sont près de leur but, donc ils ont mis toutes les stratégies en place et ils sont presque certains d'atteindre leur but. À ce moment-là, ils ont,
je dirais dans le deuxième cas, ils ont quasiment plus rien à perdre. Et donc, du coup, comme ils ont plus grand-chose à perdre, se dévoiler, c'est pas grave puisque toute la stratégie qu'ils ont mis en place est en train de travailler pour eux finalement. L'autre, c'est quand il est démasqué. Donc peut-être qu'il n'a pas encore atteint son but, mais qu'une personne s'est dit, mais tiens, il y a ça qui est incohérent, il y a ça et ça et ça. Et donc là, il peut montrer son vrai visage à ce moment-là, mais il peut le montrer qu'à certaines personnes et pas à tout le monde. Voilà, donc moi je trouve que ce qui est bien dans ce qu'on vit, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles pour d'autres personnes, pour plein de personnes, mais dans ce qui est bien, ce qui est positif, c'est que le masque tombe et qu'on voit les intentions des personnes. Alors même quand le masque tombe, il y a des personnes qui seront encore dans le déni. Ok, c'est leur problème. Peut-être qu'ils vont sortir du déni un jour ou l'autre, et c'est pas grave. Chacun a le droit, comme je l'ai dit, le libre arbitre de sortir du déni ou pas. Et donc pour ça, on va faire une porte de sortie. Vous voyez ici, c'est-à-dire que pour aider les personnes à sortir du déni, il y en a qui ne sortiront du déni que quand ils auront une possibilité de vivre autre chose. En attendant, c'est impossible pour eux de le faire et on peut respecter ça. Ça fait partie des peurs de l'humain. Alors, je vais vous quitter en vous posant cette question et en vous disant que si vous la trouvez bien, vous pouvez la partager et que si vous en trouvez d'autres, eh bien, vous pouvez aussi me le partager et le partager aux autres. Voilà la question que je vous ai préparée, c'est que, et finalement, si la théorie du complot n'était pas une théorie, quelles seront, selon toi, les solutions à mettre en place pour s'échapper de cette situation? À tout bientôt!